Chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver durant cette fête de Hanouka pour réfléchir avec vous un petit peu à ce que cette fête va pouvoir nous apporter dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de juifs. Bezrat Hashem. Il est écrit dans la Gemara, Aragil bener avianle banim chachamim. Celui qui est méticuleux quant à l'allumage de la bougie, et on fait allusion en particulier à la bougie de Hanouka, il aura le droit à des enfants qui seront des sages, des érudits en Torah. Quoi de plus beau, quoi de plus grand que de pouvoir avoir des enfants qui vont éclairer le monde Bezrat Hashem, à l'instar de cette Hanoukia. Et la question qui se pose, quel rapport? Parce qu'on fait attention à allumer la Hanoukia comme il faut, donc on aura des enfants Talmidei Chachamim. Quel rapport? Ou est-ce qu'on peut comprendre ici la cause à effet? Comment ça se fait? On a déjà donné un cours sur le site dans lequel on a essayé d'expliquer quel est le sens de cette Gemara. Mais j'aimerais aujourd'hui, Bezrat Hashem, aborder le problème d'une façon complètement différente. Vous savez que l'un des chants que l'on récite durant la fête de Hanouka, que l'on chante plus précisément, c'est le Maos Tzur. Et dans ce chant, on relate tous les ennemis qui se sont un jour érigés contre le peuple juif et qui, Baruch Hashem, ont finalement été vaincus. Et entre autres, on va nous parler de Yevanim Nikbetsu Alay. Nous y sommes pendant la fête de Hanouka. Nous relatons les faits. Yevanim Nikbetsu Alay. Voilà que les Grecs se sont réunis, rassemblés tous contre nous. Azaï bimei Chashmanim, à l'époque des Chashmanim, Ufartzu Chomot Migdalay. Et ils ont détruit les murailles du Beth Amikdash. Vetimu Kol Hashmanim, et ils ont rendu toute l'huile impure. Uminotar Kankanim Naasa Nes la Shoshanim, et de ce qui restait d'huile qui n'était pas devenue impure, il y a eu un miracle qui s'est produit. Benebina Yemeshmona Kavushir Urnanim. Demande le Rav Levinstein, je ne comprends pas ce qui se passe ici. Si vous me demandiez quel était le comportement gravissime des Grecs, je ne vous aurais pas dit, vous savez, ils ont détruit une muraille. Qu'est-ce qu'il y a de tellement grave à détruire une muraille? Une muraille détruite, eh bien c'est pas grave, on amène un maçon et puis on construit une nouvelle muraille. 10 000 euros, 20 000 euros, c'est pas la fin du monde. Quand on nous parle des Grecs, on aurait dû nous dire ces Grecs-là, ils ont tué des gens, ils ont assassiné des gens. C'est pas ce qu'on nous dit. On nous dit des Grecs simplement, visiblement, qu'ils ont voulu complètement casser, démolir cette muraille. C'est bizarre, dit le Rav Levinstein, c'est comme si on disait, vous savez, Hitler, Imar-Shemo, ce qu'il a fait, il a détruit un Beth Knesset. Bien sûr qu'il a détruit un Beth Knesset, mais il a fait pire, bien pire. Il a tué 6 millions d'âmes juives. Alors comment est-ce qu'on peut restreindre complètement la gravité du comportement des Grecs à ce point-là? Il faut savoir que les Grecs, ce qu'ils ont été capables de faire, sous prétexte qu'on n'a pas été consentant à devenir des laïcs comme eux, c'était nous tuer. Écrit dans le Midrash que parfois il y avait des Juifs qui sortaient, qui étaient conduits à l'échafaud. On leur demandait, qu'est-ce qui vous arrive? Ils disaient, on a commis quelque chose de très grave, un grand péché. On a osé circoncire notre fils. Visiblement, ça méritait. Un autre jour, il y en avait un qui était lapidé. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi on te lapide? Parce que j'ai observé le Shabbat. Et puis, les Hashmonaïm ont tellement tenu, les Hashmonaïm et les Juifs qui étaient avec eux, ont tellement tenu à conserver leur Shabbat, qu'ils allaient se cacher dans des grottes. Et puis ils se disaient, là-bas, au moins on pourra observer notre Shabbat, personne ne nous dira rien du tout. Ces Grecs, déterminés, ont envoyé des troupes de policiers pour aller vérifier est-ce qu'il n'y a pas par hasard des Juifs qui osent observer le Shabbat. Et puis l'histoire raconte qu'un jour, les policiers sont arrivés à un endroit. Ils ont entendu qu'il y avait des Juifs. Ces Juifs-là, dès qu'ils ont entendu les policiers, ils se sont cachés dans la grotte. Et les policiers, en plein Shabbat, ont allumé le feu autour de la grotte. Et ils ont dit aux Juifs, soit vous éteignez le feu, bien que c'est Shabbat, soit vous allez tous mourir brûlés et asphyxiés. Et les Juifs tenaient tellement à leur Shabbat qu'ils se sont laissés mourir à Kiddush Hashem. Et bien évidemment, Chachamim vont demander, mais pourtant, la vie humaine est tellement importante, incommensurable, qu'il faut être prêt à enfreindre le Shabbat pour pouvoir conserver la vie humaine. Et Chachamim de répondre, ça dépend. Si quelqu'un me dit, écoute, j'ai besoin que tu me rendes un service, il faut que tu prennes la voiture tout de suite, soit tu fais ça, soit je te tue, il vaut mieux que je profane Shabbat plutôt que je me laisse tuer.
Mais si quelqu'un me dit « Je veux que tu profanes Shabbat parce que c'est Shabbat et que je ne veux pas que tu observes la volonté d'Hachem », là, il vaut mieux se laisser tuer. Dans tous les cas, on voit d'ici que le comportement des Grecs était bien plus gravissime que ce qu'on a l'air de nous résumer dans ce petit texte de Maoz Tzur. Alors, comment comprendre ce qui se passe ici? Il faut tout simplement comprendre, en fait, c'est quoi ces Chomot Migdalai? Quand on nous parle de cette muraille-là, à quelle muraille on fait allusion? Chachamim nous disent, qui est écrit dans la Masechet Midot, il y a une Mishnah, dans laquelle on nous dit que dans le Beth Amikdash, il y avait une petite Choma, une petite muraille. Elle n'était pas très élevée, elle mesurait 10 tfachim, 80 cm de haut. Et le but de cette muraille, c'était de dire aux non-juifs, regardez, vous avez le droit de rentrer dans le Beth Amikdash jusqu'ici. Pas plus qu'ici. Un non-juif qui avait envie d'amener un sacrifice avait le droit. Tu peux venir amener ton sacrifice, mais ne t'approche pas trop. Il y a un endroit dans lequel il n'y a plus que les juifs qui ont le droit de rentrer. Et il est écrit dans Chazal que cette fameuse muraille-là, à 13 reprises, 13 fois consécutives, les non-juifs ont essayé de porter atteinte et de la démolir. 13 fois! Une fois, deux fois, trois fois, 13 fois, ils ont essayé de porter atteinte et de détruire cette muraille. Qu'est-ce qui les a tellement dérangés? Pourquoi cette muraille les remettait tellement en question? Qu'est-ce qui se cache ici? Alors, quand on réfléchit un petit peu à ce que représente pour nous Yavan, la Grèce, il faut qu'on sache exactement qu'est-ce que la Torah pense de la Grèce, de la philosophie grecque, Platon et compagnie, etc. Il est écrit dans le Midrash que lorsqu'il est écrit dans le Pasuk, Ve'aita eretz tohu vavohu vechoshech al pnei tehom, et voilà qu'il y avait de l'obscurité, voilà qu'il y avait du tohu bohu. Le Midrash va dire, c'est quoi tohu vavohu vechoshech? C'est quoi l'obscurité? Zu malchut Yavan. C'est la royauté grecque. Shirshichu enehem shel Israël bigzerotehem. Ils ont assombri le regard des Bnei Israël, des Juifs, à cause de leurs décrets terribles. Shaita omeret lahem, kidvu al keren ashor, en lachem chelek belokei Israël. Écrit parce que, qu'est-ce qu'ils ont demandé aux Juifs? Ils ont dit à chaque Juif, il faut que vous écriviez sur la corne de votre taureau, je sous-signais un tel, n'est pas droit, n'adhère pas à la religion juive, au Dieu d'Israël. On va expliquer dans un instant à quoi ça fait allusion cette corne-là, la corne du taureau. Mais en tous les cas, ces Yevanim-là, ils nous ont fait tout voir en noir. Ils nous ont complètement obscurci notre vie. Et c'est la raison pour laquelle on dit de Yavan que c'était des obscurantistes. Ce Yavan-là, c'est eux qui nous ont empêchés de continuer à rester des Juifs comme il fallait. A priori donc, l'impression qu'on a, c'est que la Torah s'insurge complètement contre Yavan. Simplement, on va être surpris d'ouvrir la Gemara dans Megillah Daf Chet, dans laquelle Rashbag nous dit que lorsqu'on veut traduire la Torah, il est interdit de traduire la Torah dans tout type de langue. Il y a une exception. Si on veut traduire la Torah en grec, on a le droit. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, dit la Gemara, Yaft Elokim le Yefet, Veishkon Be'aoleshem. Yafet, la Grèce, elle a une beauté particulière. Et grâce à cette beauté, à ce sens esthétique-là, on peut se servir de ce sens esthétique et le faire entrer dans le Beth Midrash, dans la maison de Shem. Yafiafuto shel Yefet yeh be'aoleshem. La beauté de Yefet, de la Grèce, on peut la faire entrer dans le Beth Midrashot. Tu veux traduire la Torah en grec, il n'y a pas de problème, tu as le droit. Comme ça, dit Rashbag. Dit Rashi, c'est quoi cette esthétique particulière qu'on prête à la Grèce? C'est sa langue, la langue grecque. Et Chachamim vont dire que ce n'est pas simplement la langue, c'est toute la philosophie grecque. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand on veut faire Zarma, qu'on sait bien parler, on va rentrer des in extenso, de facto, je sais pas quoi, tout type de termes comme ça, de vocabulaire de la langue grecque. Parce que c'est une langue qui est effectivement très belle, qui a un vocabulaire très riche, qui a des expressions très précises. C'est ça que la Torah prête comme qualité à la Grèce. Et on a a priori ici un paradoxe qui saute aux yeux. D'une part, on nous dit que les Grecs, c'est des obscurantistes, que les Grecs, surtout,
il ne faut surtout pas s'approcher d'eux a priori, parce que c'est eux qui nous ont fait tout voir en sombre, c'est eux qui ont voulu nous faire oublier notre Torah. Et d'autre part, on nous présente les Grecs comme étant des gens beaux, des gens esthétiques. Quelle beauté, quelle langue, quelle philosophie. Alors il faut décider. Qu'est-ce qu'on pense alors à leur égard? C'est des gens de vérité, c'est des gens de mensonge. Cette science-là, on peut lui donner nos lettres de noblesse ou pas? Quelle est la vision de la Torah à ce sujet-là? Vient le Rav Hutner et il explique cette chose-là de façon extraordinaire. Il dit les Grecs, ils ont une science, ils ont une chokhma, ils ont une sagesse particulière, avec leurs universités, avec leurs théorèmes, avec leur esprit cartésien, avec leur aspect réaliste, avec leurs équations infinies, plus, moins, inconnues, 10 inconnues, équations insolubles. Ils ont une science particulière, les Grecs. Cette science-là, elle est précise, elle est rigoureuse, elle est fascinante. Il n'y a aucun problème avec cette science-là. Or, qu'est-ce que la Torah reproche à cette science-là? Il y a malgré tout une petite réticence dont la Torah nous parle à leur sujet. Lequel? C'est que cette science-là, bien qu'elle est grande, elle est limitée. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu a créé un monde extrêmement riche, avec tout type d'ions et de protons et de photons et de molécules, etc. Ce monde-là, il a été créé avec une sagesse infinie par Akadosh Baruch Hu. Et ce monde-là, il restera toujours ce qu'il est. En chadash tachat hashamesh. Il n'y a rien de nouveau dans ce monde. Ce monde-là, il restera toujours le même. Que font les scientifiques? Ils essayent de comprendre ce monde. Ils essayent d'analyser ce monde. Ils essayent de poser des équations pour bien comprendre comment ce monde fonctionne. Ils vont réussir, grâce à leur science, grâce à leurs scientifiques, à mieux comprendre le monde. Réaction chimique. Tu mélanges ça avec ça, voilà ce que ça donne. Mais tout ça, c'est des lois qui ont été instaurées par Akadosh Baruch Hu. Cette nature-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créée. Et ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de comprendre comment le monde fonctionne. Et plus ils vont comprendre comment le monde fonctionne, plus ils vont pouvoir inventer des choses nouvelles. Ils vont pouvoir se servir de ce monde-là pour essayer de faire avancer la science. Et combien ils ont réussi. Et on leur doit beaucoup de choses à ces scientifiques. Alors quel est le problème? Le problème, c'est que malgré tout, d'une certaine façon, cette science est limitée. Puisqu'elle se limite au monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé. C'est vrai que c'est un monde fabuleux. C'est vrai que ça leur prendra encore des années et des années à bien comprendre jusqu'au bout comment ce monde fonctionne. Mais il n'empêche que le monde est malgré tout limité. Lorsque les scientifiques réfléchissent au problème de l'homme, ils réfléchissent au problème de l'homme dans ce même état d'esprit, à savoir de façon complètement limitée. Ça veut dire quoi? Vous demandez à un scientifique, quelqu'un qui n'est pas intelligent, il pourra réussir ou pas? Il part déjà avec un certain handicap. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, il a des chances d'en sortir ou pas? Pas trop. Et puis, les gens qui sont riches, les gens qui sont pauvres, les gens qui n'ont pas de capacité, ils réussiront pas. Pourquoi? Parce que cette science-là, comme on a dit, elle est limitée. Donc l'homme lui aussi, il est limité. Donc il est limité à quoi? Il est limité aux instruments qu'il possède. Et si un homme n'a pas de capacité, d'après les lois de la nature, si on est vraiment pied à terre, réaliste, cartésien, blablabla, qu'est-ce qui se passe? Tu es limité. Tu es limité aux instruments qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnés. De la même façon que le monde est limité aux règles de la nature. Et c'est ça que les scientifiques grecs disent, écrit dans le Midrash, que lorsque en Grèce il y avait un bébé qui naissait à cette époque-là, avant même de s'occuper de lui, avant même que la maman l'allaite, avant même que la sage-femme le pomponne un petit peu, qu'est-ce qui se passait? On commençait à faire quelques examens pour voir est-ce qu'il est vigoureux, est-ce qu'il n'a pas de maladie, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de lui. Si on voyait qu'il avait de bonnes chances de s'en sortir, on s'occupait de lui. Et puis si on savait qu'il était voué à l'échec, parce que pas suffisamment fort, pas suffisamment vigoureux, porteur d'une maladie, de tout type de problème génétique, immédiatement on le tuait. Pourquoi? Il ne mérite pas la vie. D'une part parce que s'il ne réussit pas, il ne mérite pas la vie. Il n'y a que les élites qui ont droit à la vie. Premier problème de la science grecque. Mais autre problème,
c'est que si tu n'as pas les capacités de grandir, tu ne grandiras pas. Parce que l'homme est limité, de la même façon que le monde est limité. Et c'est de cette façon-là que la science occidentale, elle conçoit le problème de l'homme, l'existence de l'homme, la possibilité de réussir. Vient la Torah et elle propose un nouveau défi. Elle propose une nouvelle science, ce qu'on va appeler l'au-delà de la science. La Torah est d'accord avec la science grecque. Elle est d'accord. Simplement, elle dit, il y a beaucoup plus que ça. On peut réussir à dépasser ça. Il n'y a pas de limite. Si tu acceptes à rentrer dans un monde spirituel, en étant accompagné de Akadosh Baruch Hu, tu sors des lois de la nature. Il n'y a plus de limites. Ainsi qu'il est écrit, Al tikre charut ela chirut, en lecha ben chorin, ela mi sheosek batora. Il n'y a de ben chorin, c'est qui l'homme qui est véritablement libre, c'est celui qui étudie la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, a priori, il a l'impression que l'homme de la Torah, il est cloisonné, et puis il n'a pas tellement le choix, et puis il ne fait pas ce qu'il veut. Or que l'homme qui est laïque, qui se dit être laïque, il fait ce qu'il veut. Viens ici, Chachamim, ils disent, tu plaisantes ou quoi? L'homme qui est véritablement libre, c'est l'homme de la Torah. Parce que l'homme de la Torah, il comprend qu'il n'est pas limité, qu'il n'est pas cloisonné, qu'il peut se dépasser, qu'il peut se surpasser. Même s'il a toujours été pauvre, il peut du jour au lendemain devenir riche. Même s'il a toujours été idiot, il peut du jour au lendemain grandir énormément. Et combien de Chachmei Israël, lorsqu'ils étaient jeunes, ils n'avaient aucune intelligence, aucun instrument pour réussir. Le Rav Wosner, le géant de notre génération, quand il a été à la yeshiva de Chachmei Lublin, il a passé un examen. Ils lui ont dit, on est désolé, jeune homme, tu n'as pas le niveau. Tu peux pas, tu ne pourras pas rentrer dans cette yeshiva. Un jour, je vous raconterai l'histoire si vous voulez plus en détail. Qu'est-ce qui est devenu le grand de la génération? Parce que l'homme de la Torah comprend qu'il n'y a pas de limite. Toutes les limites que vous voulez nous mettre, vous voulez nous cloisonner, vous voulez nous rentrer dans un mode dans lequel il y a des lois de la nature. Eh bien, le juif de la Torah, il accepte qu'il n'y a pas de loi de la nature et qu'on peut grandir et qu'on peut toujours se dépasser, se surpasser et qu'on n'est jamais cloisonné. L'homme qui est conscient de ce que c'est la Torah, il comprend qu'il y a bien plus que la science à laquelle on est habitué. Ça veut dire quoi? Quand vous réfléchissez un petit peu, si vous demandez d'ailleurs à des gens très intelligents, à des gens scientifiques, ils vous diront que la science qui ressemble le plus à la Torah, c'est la science grecque. Quelqu'un qui étudie la Torah, il voit comment c'est un agencement de raisonnement extrêmement rigoureux. Questions, réponses, objections. Et puis quand vous étudiez la Gemara Be'iyun, vous voyez comment tout est extrêmement rigoureux. S'il y a le moindre problème, tout le raisonnement il se casse complètement. Et vous voyez combien c'est intéressant, combien c'est intelligent. Moi j'ai connu des gens, des non-juifs, qui étudiaient la Gemara. Un jour je leur ai dit, mais pourquoi vous étudiez la Gemara? Vous êtes non-juif. Vous n'avez pas de salaire à étudier la Gemara, pourquoi vous l'étudiez? Ils disaient parce que c'est une science implacable. C'est extrêmement intéressant d'essayer de comprendre la beauté, la richesse de cette Gemara. Et donc on kiffe. Et c'est pour ça qu'on fait. Il y a des universités dans tout type de pays dans lesquels on étudie cette sagesse-là. Ça veut dire que, effectivement, la sagesse la plus ressemblante à celle de la Torah, c'est la sagesse des Grecs. Effectivement, ils ont une sagesse qui est assez ressemblante. Tous ces raisonnements-là, qui sont extrêmement précis et concis, tous ces théorèmes, tous ces axiomes, tous ces pi et Pythagore et Archimède, et ce que vous voulez, tout ça c'est extrêmement rigoureux et ça ressemble à la Torah. Quand on a cherché la science la plus ressemblante à celle de la Torah, pour pouvoir se permettre de rédiger la Torah dans une autre langue, on a trouvé la science grecque. Simplement, ce qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est que la Torah, elle est bien au-delà de tout ça. La Torah, elle a cet aspect-là de la science, simplement elle dépasse complètement cela. Et ça, il faut qu'on le retienne. Je ne sais pas si vous avez tous connu le Rav Nissim Rebibo Zatzal, l'Av Bet Din de Paris. C'était un homme extrêmement intelligent. Son intelligence, d'où est-ce qu'il la tenait? De la Torah.
Et j'ai entendu de témoignages très fondés que quelquefois il y avait des grands scientifiques qui travaillaient dans l'aéronautique et compagnie, qui sont venus le voir et qui lui ont dit: Rav, on dit que vous êtes tellement intelligent. Eh bien, on va vous montrer un petit peu, nous, ce qu'on fait. On va vous présenter un petit peu des exercices de physique, chimie, de mathématiques appliquées. Et vous allez voir comment vous allez pédaler dans la choucroute. Et le Rav disait, vous savez que son jargon, il ne parlait pas très très bien français. Il disait: amenez-moi les exercices, on va voir. On lui amenait les exercices. Et des témoignages qui racontent qu'en 5 minutes, il était capable de résoudre des exercices que eux-mêmes ne réussissaient pas à résoudre avec plusieurs jours et plusieurs jours et plusieurs jours de travail. Et ils étaient littéralement épatés, sidérés. Comment il peut faire pour être capable de résoudre ces exercices tellement rapidement? Or, il ne connaît pas tous les théorèmes. Il ne connaît pas tout ça. Alors, comment il peut être capable de résoudre tellement facilement, alors qu'il ne connaît pas tout ça, qu'il lui manque tellement? Eh bien, c'était de son intelligence. L'intelligence de la Torah, elle est capable de permettre de tout résoudre. Le Chazon Ish, lui aussi, on venait le voir souvent. Les grands médecins de son temps venaient le voir pour lui demander comment on fait pour opérer tel homme dans telle situation. Et le Rav, de par son intelligence, de par sa connaissance de Masechet Choulin, dans lequel on nous parle de l'anatomie de l'humain, de l'anatomie des animaux, il était capable de tout comprendre, il était capable de donner des conseils qui ont été salvateurs. Comment ça se fait? Parce que la Torah, elle a tout ça. Tout ce qu'il y a dans la science, la Torah, elle contient tout ça aussi. Simplement, la Torah, elle va bien, bien, bien au-delà. Et la Torah, elle dit: ne reste pas limité, ne sois pas limité. Sache qu'il n'y a pas de limite. Le juif de la Torah, il dépasse les limites. Prenons l'exemple du Shabbat. Vous allez voir un scientifique, et vous allez lui dire: tu sais, il faut le jour du Shabbat ne pas travailler. Mais attention, Shabbat, ça commence en hiver, le vendredi après-midi, à 4h de l'après-midi. Impensable. Mais tu vas te faire licencier. Mais tu ne réussiras pas. Mais le grand chiffre d'affaires, il provient du travail du vendredi et du Shabbat. Pas possible. Allez voir un scientifique et dites-lui: tu sais, il faut laisser tous les champs en jachère pendant 1 année. Bon, ce n'est pas 1 année tous les 350 ans, 1 année tous les 7 ans. À l'époque où toute la parnassa, elle provenait du travail du champ, de ce qu'on réussissait à récolter pendant 1 an, ne fais rien. Tu ne laboures pas, tu ne sèmes pas ton champ, tu ne récoltes pas. Impossible, impensable. Mais oh les enfants, soyez un petit peu réalistes. Sachez de quoi vous parlez. Et bien la Torah, elle vient avec ses paris impossibles. La Torah qui est tellement forte, qui est une science tellement précise, tellement rigoureuse. Cette même Torah, elle vient nous voir et nous dit: les enfants, maintenant on va décoller. On va décoller dans des sphères insoupçonnées, dans des sphères dans lesquelles on dépasse complètement le niveau de la science. Voilà le défi que la Torah nous propose. Une dimension qu'il n'y a pas dans la science, un au-delà de la science, quelque chose qui dépasse tout ça. Si jamais les Juifs de la Torah effectivement échouaient, si jamais effectivement les Juifs de la Torah faisaient le Shabbat et qu'ils faisaient faillite, qu'ils observaient l'année de Jachère et qu'ils mouraient de faim, eh bien les non-Juifs, ça ne les dérangerait pas du tout. On vous avait dit, vous voyez, vous voulez être plus que les scientifiques, regardez, vous mourrez de faim. Quel problème, entre guillemets? C'est qu'il y a des Juifs de la Torah qui observent le Shabbat, qui observent la Shemitah et compagnie, qui sont milliardaires. C'est que nous, on fait un petit peu de la peine, mais regardez comment on réussit. Et ça les dérange terriblement. Parce que on se dit être supérieur à eux. Eux, les grands Grecs, avec leurs grandes académies, avec leurs grandes universités. Eux qui se pensaient être les détenteurs de la science. Et nous, on vient les voir et on leur dit: ouais, détenteurs, pas détenteurs, nous, on vous éclate tous. Parce que nous, on a une science qui est non seulement au niveau de la vôtre, mais même supérieure. Et le pire, c'est que ça marche. Donc, on les remet terriblement en question. Et ça, ils ne supportent pas. Et quand ils voient que c'est ce qui se passe, ils ont envie de nous détruire. S'ils ne réussissent pas à détruire notre au-delà de la science, ils vont nous détruire nous-mêmes. Il faut qu'on comprenne. Il y a une choma, il y a une barrière qui a été dressée. Cette barrière-là, c'est une barrière qui n'est pas très haute, une barrière de 10 tfachim, qu'on présente devant le Beth Amikdash. Et dont la symbolique est de dire aux non-juifs:
on vous honore, on vous respecte. On respecte votre science, on vous tire le chapeau quand quelquefois vous faites des découvertes salvatrices. Simplement une chose, il y a un monde exclusif entre Hachem et nous. C'est le monde qui est le monde du Beth Amikdash. Vous, vous êtes ressemblant à nous, mais vous n'êtes pas comme nous. Nous, on veut avoir un monde intime avec Akadosh Baruch Hu. S'il vous plaît, ne rentrez pas. On est des amis, on se dit bonjour, on se fait des sourires, on s'échange quelques petites choses. Mais attention, il y a un monde dans lequel vous ne pouvez pas vous mêler et dans lequel on ne veut pas que vous nous mêliez. Et c'était ça le sens de cette Roma. Eux, les Grecs, ils étaient prêts à ouvrir un grand département dans leurs universités, département Talmud. Ça ne les dérangeait pas, au contraire. Eux, ils étaient vraiment en soif de science. Donc si on était capable de pouvoir mettre quelqu'un qui était capable d'enseigner le Talmud, avec plaisir. Simplement, pas avec une barbe, pas avec des péotes, pas un rabbin, un laïc, sans kippa, rasé, beau gosse. Et puis, attention, pourquoi vous me ferez des différences? Vos filles avec nos fils avec vos filles, et compagnie, vice-versa. Nous, on vient voir les Grecs, et on leur dit surtout, surtout, surtout pas. Nous, on vous honore, mais nous, on est plus que vous. Alors, ça a l'air d'être prétentieux, mais c'est comme ça. Nous, les enfants d'Akadosh Baruch Hu, nous, on est dans des dimensions suprêmes, supérieures, et s'il vous plaît, laissez-nous être dans ces sphères-là tellement supérieures, dans lesquelles on est simplement avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la Choma. Eux, les non-juifs, ils n'ont pas été capables d'accepter cette chose-là. Ils disent, comment ça? Vous vous sentez être supérieur? Vous croyez être les meilleurs? Vous croyez que votre science est supérieure à vous? Non, non, non. Nous, on va rentrer chez vous. Et vous aussi, vous rentrerez chez nous. 13 fois, ils vont essayer de casser cette muraille pour dire, arrêtez un petit peu. Arrêtez d'être différent de nous. Arrêtez de vous la jouer. Arrêtez de vous sentir supérieur. Pourquoi ça les remet en question? Parce qu'ils savent très bien que la vérité est avec nous. Parce qu'ils savent très bien que nous, on est très intelligents et qu'on est plus qu'intelligents, qu'on vit avec Akadosh Baruch Hu. Et ça les a dérangés. Qu'est-ce qu'ils ont voulu? Les Avira Mechouke Retzonecha. Ce qui les a dérangés, c'est pas qu'il y ait des choukim, c'est pas qu'il y ait des règles. Eux aussi, ils ont des règles. Il y a des feux rouges, il ne faut pas rouler, il faut s'arrêter. Feu vert, ils ont tout type de règles. La ceinture de sécurité. Simplement, ce qui les a dérangés, c'est que nos règles à nous, c'est les règles qui proviennent d'Akadosh Baruch Hu Retzonecha. Ça les a vraiment dérangés. Et donc, ils sont venus se battre contre nous. Et ils nous ont dit, il faut que vous écriviez sur les cornes de vos taureaux, je sous-signais un tel n'est pas de part dans la religiosité d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi cette histoire-là de cornes? Disent Chazal, à l'époque, les gens ils travaillaient dans les champs. Et donc, ils étaient sans arrêt avec leurs taureaux pour labourer les champs. Il fallait écrire sur la corne du taureau, je sous-signais un tel, Cohen Arazi par exemple, n'est pas de part dans la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Comme ça, toute la journée, je vois face à moi, je n'ai pas de part dans la Torah d'Hachem. Je n'ai pas de part dans le Dieu d'Israël. Ça va bien rentrer finalement dans ma tête. Bourrage de crâne. Il y en a qui expliquent différemment et qui disent qu'à l'époque, il n'y avait pas de biberon. Alors comment on faisait pour donner à manger au bébé? Eh bien, on prenait une corne de taureau, qu'on perforait. On mettait la petite ouverture dans la bouche du bébé. C'était un petit bal tokea en herbe. Dans la grande ouverture, on mettait la nourriture. Et puis comme ça, le bébé, il buvait. Fallait sur la corne, sur ce biberon-là, il fallait écrire. Je sous-signais un tel, En li chelek beloké Israël. Qu'à nos bébés, au lieu de leur rentrer dans leur biberon Shema Israël, qu'on leur rentre En li chelek beloké Israël. Ça va bien rentrer. Si depuis son plus tendre âge, tu le berces avec En li chelek beloké Israël, ça va bien rentrer. Et il y a écrit dans le Midrash que sur les linteaux, il fallait aussi écrire En li chelek beloké Israël. Comme ça, tu rentres à la maison, En li chelek beloké Israël. Tu sors de la maison, En li chelek beloké Israël. Plus que ça, sur les vêtements, à défaut de mettre une étoile jaune à cette époque-là, il fallait écrire je sous-signais En li chelek beloké Israël. Pourquoi? Bourrage de crâne sans arrêt toute la journée, toute la nuit. Quand tu t'habilles, En li chelek beloké Israël. Tu rentres à la maison, tu sors, tu travailles partout, En li chelek beloké Israël. Ça va bien rentrer. Et les Hashmonaïm, ils ont refusé ça. Yesh lanu chelek beloké Israël. Vous allez nous dire quoi faire? Vous pensez que vous allez réussir à nous intimider? C'est vrai que vous êtes plus forts que nous les Hashmonaïm. On est une petite poignée d'hommes contre des armées tellement fortes. Mais nous, n'oubliez pas, on est en dehors des lois de la nature. Nous, on est au-delà des lois de la nature. On n'a pas peur de vous. Et ils vont se battre, et ils vont l'emporter. Résultat des courses, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va allumer la Hanoukia. Où est-ce qu'on allume la Hanoukia? Au niveau de la porte.
Il écrit qu'il faut qu'il y ait la mezouza d'un côté, la chanoukia d'autre part, pour que lorsque l'homme entre, il soit entouré de mitzvot. Chanoukia, mezouza. Si c'est un homme, il écrit dans les poskim, il a ses tzitziot autour de lui. Comme ça, il est en plus entouré de ses tzitziot. Et puis si c'est un chassid, il y a ses péotes, il est entouré aussi des péotes. Et qu'est-ce qui se passe ici? Il va se passer quelque chose de particulier. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, les non-juifs? Qu'on allait écrire sur les linteaux de nos portes qu'on n'aurait pas de Chelek Beloké Israël? Ben, sur les linteaux de notre porte, on va mettre une Chanoukia. On va mettre une mezouza. Face à la mezouza, Chanoukia. Pourquoi? Pour qu'on récupère tout ce que vous nous avez fait oublier. Il y a écrit dans le Rambam que le but de la mezouza, c'est que lorsqu'on rentre à la maison, on se rappelle, c'est Hachem le Dieu. Lorsqu'on sort de la maison, c'est Hachem le Dieu. Vous avez voulu nous faire oublier? Eh bien, regardez. Qu'est-ce que vous pensiez? Que sur nos vêtements, on aurait Enli Chelek Beloké Israël? Non, mais des petites siotes sur nos vêtements. Pour bien montrer qu'on se rappelle de façon permanente des 613 mitzvot. Qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'au moment où on travaillerait, on ferait du commerce, on aurait omniprésent face à nous Enli Chelek Beloké Israël? Nous, qu'est-ce qu'on fait? Il y a écrit qu'à ce moment-là, au moment où on a réussi à l'emporter, sur tous les billets de banque qui étaient imprimés, il fallait écrire, ça a été imprimé telle année, depuis la victoire de Yochanan Cohen Gadol, l'Eloké Israël. Toutes ces dimensions-là retrouvées, c'est ça qu'on vient célébrer à Hanouka. À Hanouka, on vient célébrer, on a un Chelek dans Eloké Israël. Et de cette façon-là, on est supérieur à vous. Les Yevanim, eux, ils se disent être tellement sages, ouverts d'esprit, la philosophie, etc. Ah bon? Or, si vous êtes tellement ouverts d'esprit, pourquoi vous êtes tellement intolérants? Pourquoi ça vous dérange tellement qu'on soit différent de vous, finalement, dans le fond des choses? Nous, les Juifs, on est beaucoup plus tolérants. Nous, les Juifs, on n'a pas de mitzvah à faire en sorte que tout le monde soit comme nous. Au contraire, on n'est pas des prosélytistes. Quand quelqu'un vient se convertir, combien on est embêtant à son égard? Hein? Pourquoi? Nous, on est tolérants. Eux, ils se disent être soi-disant l'esprit ouvert, regardez comment ils sont fermés. Et nous qui sommes accusés d'être tellement fermés, regardez comment on est ouvert. Parce que En lecha ben chorim et la misha osek batorah. L'homme de la Torah, lui, il est ouvert. L'homme de la Torah, lui, il sait qu'il n'y a pas de limite. L'homme de la Torah, il accepte le différent. C'est la raison pour laquelle il est écrit Chochma bagoyim ta'amin. Si quelqu'un te dit, tu sais, ils sont particulièrement sages, les goyim, tu peux le croire. C'est vrai, ils sont détenteurs de grande sagesse. Par contre, Torah bagoyim al ta'amin. S'ils te disent qu'ils ont la Torah, ne les crois pas. Ils n'ont pas de Torah. Les goyim, ils ne savent pas c'est quoi la Torah. C'est au-delà du savoir, ils ne savent pas ce que c'est. Et voilà la différence qu'il y a entre eux et nous. J'aimerais que vous sachiez, chers amis, que je suis personnellement très choqué lorsque j'entends que quelquefois il y a des rabbinim qui donnent des cours de science et Torah. Et tout le but du cours, c'est de bien montrer, vous voulez que je vous prouve que la Torah est vraie? Parce que regardez, même les scientifiques ils sont arrivés à la même conclusion que la Torah. Sous-entendu, les scientifiques, eux, ce qu'ils disent, c'est certain que c'est vrai. Et donc, si la Torah était capable de dire la même chose, c'est que la Torah est vraie. Il faut qu'on sache, mes chers amis, c'est complètement du mensonge. Rien que le terme science et Torah, au moins dit Torah et science. C'est quand même la Torah qui a la préséance. Or, s'il y a des personnes pas religieuses qui peuvent se faire convaincre de cette façon-là, avec plaisir, j'accepte, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais que nous, au moins, les Juifs de la Torah, on reste lucides. Qu'on garde notre lucidité. La Torah, c'est elle qui est émette. Si jamais les non-juifs, ils arrivent quelquefois aux mêmes conclusions que nous, ça peut prouver que ce qu'ils disent, c'est un petit peu vérité. Qu'on garde notre lucidité. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire, le problème qu'on a, c'est qu'on est complexé. On est trop complexé. La Torah, d'accord, mais regarde eux, leur science, les docteurs, les professeurs, les blablabla. Il faut qu'on sache ne pas être complexé. Parce que si eux, ils ont des philosophes, à côté du Maharal, ça vaut rien. Si eux, ils ont de la sagesse, à côté de la sagesse de la Torah, ça vaut rien. Et ça, il faut qu'on le sache. Je me rappelle une fois, je donnais un cours en direct de l'ordinateur. Il y avait des gens qui assistaient à ce cours-là. Et puis, j'ai parlé un petit peu de Moussard. Et puis après, il y avait une séance de questions-réponses. Moi, je répondais aux questions qui m'étaient posées par chat comme ça. À un moment donné, il y en a un qui me dit, vous savez, Rav, mon petit frère, qui a 10-11 ans, j'arrive pas le Shabbat matin à le laisser assis au Beth Knesset. Lui, il préfère aller s'amuser avec ses amis. Comment je peux faire pour qu'il soit passionné par la tefila? Alors je lui ai dit, sachez monsieur, que si votre frère qui a 10-11 ans, il préfère aller jouer dans la cour avec ses amis plutôt que de prier,
c'est qu'il est en bonne santé. Bonne santé morale, bonne santé physique, psychique. Il va bien, votre frère. Si vous m'aviez dit qu'il adore rester assis pendant 3 heures de tefilot, surtout qu'en France, la tefila, chez les Marocains, pendant 3 heures après, ils en sont encore dans leur lechou neranena et mizmor shir, je sais pas quoi. C'est très difficile. Un petit gamin, tu lui présentes un texte qui est finalement malgré tout sec, surtout quand il ne sait pas ce qu'il dit, il ne comprend pas la signification des mots. Et ben c'est normal qu'il préfère jouer au football avec ses amis. Alors je lui ai donné quelques conseils. Je lui ai dit, tu peux aller dans la Beth Knesset dans laquelle on donne la Ktoret à lire aux enfants, Nishmat Kol Chai, on leur donne des bonbons un petit peu quand ils disent Imlor. Je lui ai donné quelques conseils. Mais je lui ai dit, sache qu'il n'y a pas de problème. À 10 ans, c'est normal qu'il préfère jouer que prier. Il y a une dame qui prend la parole, plus précisément qui prend son clavier, et qui écrira ce que j'adore dans vos propos. Et dans les propos de la Torah d'une façon plus générale, c'est l'aspect psychologique de la Torah. Je vois que la Torah, elle est psychologue. Elle a une psychologie parfaite. Alors je lui dis, si jamais vous êtes capable de décrypter, de déceler la psychologie de la Torah, parce que vous-même vous devez déjà pas mal vous y connaître en psychologie, elle me dit, parlons-en. J'ai fait des années et des années de psychologie, de psychanalyse et de machin. Effectivement, Baruch Hashem, voilà, je m'y connais énormément. Et je peux vous dire que je sais que la Torah est émette. Parce que dans plein de points, ce qu'on a appris nous pendant des années et des années, je vois que c'est ce que la Torah dit. C'est la preuve que la Torah est émette. Je lui ai dit, madame, permettez-moi de vous contredire. Elle me dit avec plaisir, pas de problème. Je lui ai dit, on ne peut pas comparer la Torah à la science et déduire du fait que la Torah arrive aux mêmes conclusions que celle de la science que la Torah est émette. La Torah est émette, c'est évident, c'est la Torah de Dieu. Elle ne peut pas être autre chose que émette. Simplement, si quelquefois tu as des doutes de savoir est-ce que l'autre science, elle est vérité ou pas, tu peux la comparer à la Torah. Là où la science dit la même chose que la Torah, c'est que la science, elle dit émette. Là où la science n'est pas arrivée encore aux conclusions de la Torah, c'est que pour l'instant, la science, elle a encore du progrès à faire. Mais qu'on garde notre lucidité. La Torah, elle est émette. Et après, elle m'a dit, cette femme, oui, c'est ce que j'ai voulu dire. Donc, Baruch Hashem, le problème était résolu. La Torah, elle est émette. Le problème qu'on a quelquefois, c'est qu'on se laisse un petit peu intimider. Grand professeur. On dit, ouais, les rabbins, c'est sympa, avec leur petite barbe, là, comme ça, leur petite barbichette. Et puis, tu partes un grand professeur, grand médecin, dans le grand hôpital. Et puis, il est payé 40 000 € du mois. Et puis tu veux lui parler rien que 10 minutes, prendre un rendez-vous en privé, 2 000 € pour le rendez-vous de 10 minutes. Ah, quand même, grand professeur quand même, bon, le rabbin il est mignon, mais bon, écoute, c'est pas la même chose quand même. Si on est complexé, c'est qu'on est en dehors du coup. Si on pense que ce grand professeur qui touche que 50 000 € par mois, il est plus grand que le rabbin qui n'arrive pas à s'en sortir et qui mange du pain avec quelques petits légumes, c'est qu'on est en dehors du coup. C'est qu'on n'a pas compris c'est quoi la Torah, que la Torah est supérieure à tout. Quand on vient nous dire que Upartsu Chomot Migdalai, que l'intention des Yevanim c'était de détruire la muraille, on va faire allusion à cette muraille-là, la muraille qui délimite le monde de la science et le monde intime qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Ils ont voulu rentrer, ils ont voulu s'immiscer, imaginez Cheder Yichud, le mari et la femme viennent de se marier, et puis putain, il y a quelqu'un qui vient se taper l'incruste. T'as rien à faire là. Les non-juifs, vous n'avez rien à faire là dans notre monde intime avec Akadosh Baruch Hu. N'essayez pas de nous intimider, n'essayez pas de nous complexer, on est tranquille là où on est. Lorsque le juif est complexé, il ne réussit pas en éducation de ses enfants. Et vous pouvez remarquer, le plus grand taux d'assimilation, c'est quand les juifs sont sortis des ghettos. Ils sont sortis, ils étaient habillés en haillons, ils étaient mal habillés. Et puis ils sont sortis dans un monde comme ça, dans lequel il y avait des grands professeurs, rasés, beaux gosses, bien habillés, des grandes académies. Et bien c'est là qu'ils ont tout lâché. Quand tu es complexé, tu ne réussis pas. On a posé la question au début du cours, comment ça se fait que celui qui allume la Chanoukia aura le droit à des enfants Talmidei Chachamim? Parce que le symbole de la Chanoukia, c'est justement ces dimensions-là, de Torah, exclusivement Torah, sans mêler les sciences, sans rien mêler du tout, qui a été retrouvé. J'allume ma Chanoukia et je montre bien à mes enfants, vous voyez, nous, on ne veut pas avoir de rapport avec eux. Nous, on est complètement différents d'eux, on est meilleurs d'eux, on est supérieur à eux. On est non seulement détenteurs de leur sagesse, mais d'une sagesse infiniment plus grande. Et dans la mesure où on se démarque, dans la mesure où on place nos limites, eh bien nos enfants deviendront être Talmidei Chachamim. Dans la mesure où on allume la Chanoukia avec gaieté et qu'on dit notre Torah, elle a été conservée. Notre Torah qui est bien meilleure. Dans la mesure où on montre qu'on n'est pas complexé, eh bien nos enfants, ils ne seront pas complexés eux-mêmes. Et un enfant qui n'est pas complexé, qui est conscient que la plus belle beauté, c'est la beauté de la Torah, une Torah intégrale, une Torah dans laquelle on ne vient pas mêler tout type d'autres sciences, une Torah qui est Torah.
eh bien, indéniablement, il deviendra un Talmid Chacham. Si par contre, on ne fait pas attention à cet allumage-là, et qu'on accepte de se mêler à eux, de se fondre un petit peu dans leurs idéaux, d'aller étudier dans leurs académies et compagnie, c'est là que les problèmes peuvent commencer. Je vous souhaite, mes chers amis, un Hanouka Sameach. Merci de votre attention et à bientôt.